Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 16 décembre. Le préfet a fait des annonces concernant la sécurisation de la Guillotière, avec notamment la création d'une brigade spécialisée de terrain, une BST, consacrée au secteur Guillotière et Pardieu. Cette brigade sera en place à partir de février. Magistrats et personnel du greffe se sont rassemblés hier à la mi-journée au tribunal judiciaire de Lyon pour réclamer des moyens. Bruno Basset, le président de l'association des transports sanitaires urgents du Rhône, s'installe lui ce jeudi devant la CEPAM du Rhône à Villeurbanne pour y débuter une grève de la faim. Il entend ainsi alerter sur la situation de la profession. Nous l'interrogerons dans cette édition. Plein succès pour le centre de vaccination éphémère installé au niveau 2 du centre commercial de la Pardieu. La campagne de vaccination a franchi une nouvelle étape avec son ouverture aux enfants de 5 à 11 ans à risque, susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Ils pourront être accueillis dès ce week-end au Palais des Sports de Gerland. Une application pour permettre aux entreprises de recruter plus facilement des personnes en situation de handicap. Référent handicap, c'est son nom, a été créé par handicap.fr, un média lyonnais. Son fondateur Gilles Barbier sera notre invité tout à l'heure. L'appel à la grève à la SNCF pour ce premier week-end des vacances de Noël. Un trafic dégradé vendredi sur le TGV Sud-Est. Et puis nous parlons également de sport avec l'Olympique lyonnais féminin, l'Asvel et une nouvelle sanction pour Jean-Michel Aulas. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le préfet a donc présidé hier soir une réunion consacrée à la sécurisation de la Guillotière. Cette réunion rassemblait la ville de Lyon, la métropole et le procureur. Pascal Maillot a fait plusieurs annonces fortes. La plus importante est la création d'une brigade spécialisée de terrain, une BST, consacrée au secteur Guillotière-Pardieu. Elle sera pleinement opérationnelle la première quinzaine de février. 31 policiers y seront affectés. Ils seront présents 7 jours sur 7, avec donc une bonne connaissance du quartier, ses acteurs, la typologie de la délinquance. Cette équipe sera très mobile. Lancée en 2010 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Brice Hortefeux, les brigades spécialisées de terrain sont au nombre de 4 sur la métropole, à Lyon 8e, Vaux-en-Velin, aux Minguettes et à Rieux-la-Pape. Les différents acteurs réunis hier soir ont aussi annoncé la présence renforcée de la police municipale le matin à la Guillotière, un renfort de la police aux frontières à titre expérimental, les 30 effectifs de CRS obtenus pour quelques semaines par le préfet à la mi-novembre pour répondre à la situation de crise à la Guillotière ont en revanche été affectés à d'autres quartiers français, et ce depuis quelques jours. Le calme retrouvé place du Pont est donc précaire en attendant le mois de février. Plusieurs centaines de magistrats du siège et du parquet, des personnels du greffe également soutenus par des avocats, tous se sont rassemblés hier à la mi-journée au tribunal judiciaire de Lyon pour réclamer des moyens. Le mouvement est national, il fait suite au suicide de fin août d'une jeune juge en souffrance. Au parquet de Lyon, on dénombre 39 substituts au lieu de 187 si le ratio de magistrats allemands était appliqué dans le ressort. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Bonjour Bruno Basset. Bonjour monsieur. Président de l'association des transports sanitaires urgents du Rhône, et vous entamez ce jeudi une grève de la faim devant la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Rappelez-nous les motifs de ce mouvement fort que vous entamez aujourd'hui. Dans votre présentation, monsieur, je rajouterai juste que je suis aussi président de la Fédération nationale des ATSU de France, donc des associations qui gèrent le transport sanitaire urgent en France. Qui motive cette grève de la faim, c'est que il est demandé à des professionnels de santé de répondre à des missions de service public en gardant une grille tarifaire qui date de 2008, en occultant le fait que la revalorisation des rémunérations de nos ambulanciers n'est pas possible, n'est pas tenable. Alors qu'aujourd'hui, ils gagnent 10,87 € de l'heure. Un préparateur de commande chez Amazon gagne 10,80 €. On leur confie des patients, on leur confie des enfants, des personnes âgées. Ces ambulanciers sont le bras armé du SAMU, des SAMU. Ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Nous avons été exclus du Ségur et il n'y a eu aucune revalorisation à ce moment-là, même pas une intégration de la profession. Comment continuer à assurer des missions de service public dans de telles conditions? Ce n'est plus tenable aujourd'hui. Du coup, il y a 1000 postes vacants dans le Rhône, c'est ça? À l'échelon national, c'est 30 000 postes à pourvoir et dans le Rhône, c'est 1 millier de postes. Comme il y a une désertification de ces professionnels parce que l'attractivité de ce métier-là est en berne, on demande juste la mise en application d'une grille, d'un avenant tarifaire qui a été validé par la CNAM. On peut plus assurer les missions qui nous sont demandées. Comment la population va-t-elle être prise en charge demain? L'équilibre entre les pompiers et les ambulances privées est extrêmement fragile. 50% de l'activité est gérée par les pompiers et l'autre 50% par les ambulances privées. Nous avons besoin l'un
et de l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des entreprises privées, vos entreprises sont privées. Par contre, le service, lui, est public. Les missions de garde, ou en tout cas de réponse au SAMU, sont des missions dites de service public. Et en effet, comme les médecins de garde, comme les pharmacies de garde, il y a des ambulances de garde et pour répondre aux besoins de la population. Et en effet, c'est des missions de service public qui aujourd'hui, on nous demande de les réaliser avec clairement des moyens économiques qui font qu'on travaille à perte. Est-ce que le travail à perte en France est légal? Et vous n'avez pas bénéficié d'aide Covid? Bien sûr, des dispositifs d'aide, la Caisse nationale d'assurance maladie, les caisses primaires d'assurance maladie vous diront qu'il y en a tout un tas. Oui, on va pas dire non, on n'en a pas bénéficié. Il y a eu plusieurs types d'aides. Aujourd'hui, ce qu'on vit malheureusement, c'est que ces aides sont récupérées sous format d'indu. On nous a promis, on nous a donné, et maintenant on recalcule, on réévalue. Alors on n'a peut-être pas bien compris, on s'est peut-être trompé, mais en tout cas, cet argent des aides, elle est en train d'être récupérée. J'appelle pas ça de l'aide, en fin de compte. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement en engageant cette grève de la faim devant la CEPAM aujourd'hui? J'attends que notre ministre de la Santé, qui a un frère ambulancier, réalise à quel point la souffrance de ces professionnels est importante et à quel point il est urgent pour le transport sanitaire urgent de juste, c'est peut-être un peu compliqué, mais publier un décret et un arrêté permettant l'application de l'avenant tarifaire validé par la Caisse nationale d'assurance maladie dans le cadre d'un dispositif qui aurait dû être mis en place, qui est l'arrêté du 26 février 2021 et qui aujourd'hui n'est pas mis en place ou partiellement mis en place. Et pourquoi ça traîne depuis un an? Parce qu'il a été plus important, je pense, de valider la loi Matras. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus porteur. Mais je vais espérer que, en fin de compte, c'est juste parce que les arcanes administratives de nos organisations et de nos tutelles est lente. Mais je pense que là, il y a urgence à accélérer les procédures. Merci Bruno Basset d'avoir témoigné sur cette antenne, président de l'association des transports sanitaires urgents du Rhône. Merci beaucoup et tenez au courant bien sûr de la suite que vous donnez à votre mouvement. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le centre de vaccination éphémère situé au niveau 2 du centre commercial de la Part-Dieu est à nouveau ouvert depuis hier. Ouvert presque tous les jours jusqu'au 8 janvier. Le centre pourra délivrer jusqu'à 750 injections quotidiennes, dont 550 sur rendez-vous. Environ 100 à 150 doses seront en effet réservées aux personnes de 65 ans et plus qui peuvent se présenter sans rendez-vous. Ce centre prendra la relève du centre de vaccination du Groupama Stadium qui lui ferme ses portes le 20 décembre. 115 000 personnes ont été vaccinées la semaine dernière. 140 000 le seront cette semaine dans les 30 centres répartis sur le département du Rhône et de la métropole. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a franchi une nouvelle étape avec son ouverture aux enfants de 5 à 11 ans, les enfants à risque, susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Dès ce week-end, une première grande opération de vaccination leur sera destinée au Palais des Sports de Gerland de 10h à 18h. 800 créneaux de vaccination seront disponibles dimanche, assurés par 10 infirmières et 8 médecins, parmi lesquels plusieurs pédiatres. Comme pour les adultes, les prises de rendez-vous doivent se faire sur Doctolib. Sont concernés les enfants souffrant de maladies hépatiques chroniques, maladies cardiaques et respiratoires chroniques, neurologiques. Les enfants atteints également d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive ou atteints de trisomie 21. Les enfants vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée au sein même du foyer pourront aussi en bénéficier. Marcel Meiss, le doyen des Français, est décédé du Covid. Cet habitant de Saint-Romain-en-Galles était devenu l'homme le plus âgé de France en octobre dernier. Il s'est éteint à Vienne, en Isère, dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 112 ans. Cet ancien taxi ambulancier et garagiste a connu 2 guerres mondiales, la période de l'occupation et le décès en 98 de sa femme, avec qui il était marié depuis 1930. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. Christophe Quignou a annoncé qu'il quittait le Citral. Le maire LR de Mézieux reproche au président écologiste Bruno Bernard de revendiquer la possibilité de pouvoir décider seul. Les 4 groupes d'opposition avaient quitté l'hémicycle mardi à la métropole suite à la création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, l'AOMTL, qui remplacera le Citral le 1er janvier. La métropole n'accordant que 4 sièges à l'opposition contre 7 espérés. Le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune a lui descendu hier de sa colline pour déposer symboliquement au siège du Citral à la Part-Dieu quelques 12 000 lettres au Père Noël
Noël émanant des habitants de l'Ouest lyonnais. Le cadeau réclamé au Père Noël, en l'occurrence le président Bruno Bernard, le métro E. Seul cet équipement entre Tassin-Alaï et le centre-ville serait de nature à désengorger les routes de l'Ouest lyonnais. C'est en tout cas ce qu'estime Pascal Charmeau. À l'issue de la grande concertation publique lancée le 21 septembre dernier, la métropole et le Citral doivent trancher en février quant aux futures lignes de métro à construire à moyen ou à long terme. Les syndicats de la SNCF appellent à la grève pour le premier week-end des vacances de Noël. Sur l'axe TGV Sud-Est, le trafic sera très dégradé vendredi, avec un TGV sur 2 en circulation entre Paris, Lyon, les Alpes, Marseille et la Méditerranée. Lyon demain ? Écoutez Ma Différence. Bonjour Gilles Barbier. Bonjour. Vous êtes le fondateur de handicap.fr. Alors d'abord, c'est un média lyonnais que tout le monde ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez déjà le présenter ? Oui, handicap.fr, c'est un média qui a maintenant 20 ans et qui traite de toutes les questions de handicap au niveau national, que ce soit pour les loisirs, l'emploi, le tourisme, l'aide vie affective, et qui reçoit un peu plus de 9 millions d'internautes chaque année. Et à la fois donc pour un public de particuliers et également de professionnels. Exactement. Une audience qui est répartie entre 55% de particuliers et 45% de professionnels. Alors votre nouveauté, c'est Référent Handicap. Et là, c'est une application que vous venez de créer qui vient en quelque sorte compléter le site. C'est quoi ? C'est une base de données ? C'est une boîte à outils ? Comment ça se présente ? En fait, c'est plutôt une boîte à outils. C'est-à-dire que nous, on est parti du terrain. C'est-à-dire que les référents handicap d'entreprise sont ceux qui sont en charge du recrutement, du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. On s'est dit, ce serait intéressant de leur faire un outil de formation à partir d'histoires de terrain qu'on a scénarisé avec des auteurs. Plus une nouveauté, c'est que le lecteur dans l'application, on prend son prénom, ce qui fait qu'il est dans les histoires, un peu comme mon livre dont je suis le héros. Et puis, on a associé à chaque récit une parole d'experts, qui sont les experts du diplôme universitaire de référent handicap de l'Université de Paris-Créteil, ce qui permet de donner à la fois un côté ludique, en même temps des données scientifiques pour permettre aux référents handicap d'être de plus en plus compétents par rapport à leur fonction. L'objectif, c'est bien de permettre aux entreprises de recruter plus facilement ces personnes en situation de handicap. Exactement, à la fois de recruter, à la fois de maintenir, parce que il y a des gens en entreprise qui, le handicap des personnes handicapées, il y en a quand même 84% qui sont acquis au cours de la vie, il y en a 16% de naissance, et effectivement dans l'entreprise, on a aussi beaucoup de gens qui, suite à une maladie ou à un accident professionnel, ont des questions de handicap, ou de vieillissement tout simplement. Et donc l'entreprise se doit être inclusive et de pouvoir aussi aménager les choses, dans le sens que l'ensemble des collaborateurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'il y a un référent handicap, notamment dans les petites entreprises, donc vous êtes en quelque sorte un petit peu le référent mutualisé, c'est ça ? Oui, on pourrait dire ça, mais aujourd'hui, les boîtes de plus de 250 personnes maintenant doivent avoir un référent handicap. Les très grosses sont souvent des missions handicap, et pour les petites PME, ont souvent pas grand-chose, mais c'est là où il y a le plus d'embauches, dans les boîtes de moins de 20 personnes. Donc effectivement, cet outil s'adresse aussi à ces personnes-là, aux gérants d'entreprises de PME, et qui pourront y trouver aussi des cas pratiques avec des solutions en face. Alors, quelques exemples concrets, quelques sujets que vous abordez justement dans cette application Référent Handicap. Il y a d'ailleurs des entretiens, comment embaucher une personne handicapée, donc on a des exemples d'entretien là-dessus avec des histoires qui tournent autour de ça. Il y a aussi des histoires sur le maintien d'emploi, des histoires pour comprendre quelles sont toutes les structures dans le secteur du handicap qui s'occupent du sujet de l'emploi des personnes handicapées, que ce soit la GFIP, le FIP, les MDPH, etc. Et puis, vous avez aussi des entretiens liés à tout ce qui est lié aux stagiaires. Vous avez aussi des récits, tout ce qui est lié au handicap psychique en entreprise. Et l'idée pour nous, on part avec une application qui a une trentaine de récits, et c'est de publier 2 à 3 récits par mois de manière à arriver à un volume important au fur et à mesure du temps. Voilà, puis il y a des témoignages en vidéo également de gens qui travaillent. Exactement, on a ajouté effectivement des témoignages de gens qui parlent de ce que c'est que le handicap en entreprise. C'est très concret en fait, on est vraiment sur du terrain en fait, on n'est pas dans du conceptuel. Et c'est quoi le frein encore en 2021-2022 justement pour les entreprises d'embaucher ? Le frein, il y en a 2, il y a toujours une question de sensibilisation, puisqu'on a quand même encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'est le handicap, qui ont des a priori. C'est encore aujourd'hui la 2e cause de discrimination en France, le handicap, faut pas l'oublier, sur le dernier rapport du Défenseur des droits. Et puis après, il y a aussi une question de formation, mais cette question-là, de plus en plus, elle se règle parce que d'abord, il y a plus d'accès à l'école, aux études supérieures, et je pense que puis aussi quand même tous les contrats d'alternance qui permettent maintenant d'embaucher de plus en plus de personnes en situation de handicap. Et puis donc cette application, donc Référent Handicap, qui est un outil supplémentaire qui nous est proposé par handicap.fr. Merci
Merci Gilles Barbier. Et qui est gratuit aussi. Et c'est gratuit et c'est sur tous les stores, enfin les 2 stores principaux en tout cas. Et je pense que les étudiants qui sont Master RH devraient la télécharger aussi. Voilà. Voilà, c'est pour tout le monde, même pour le grand public. Merci beaucoup Gilles Barbier. Je vous remercie. Lyon demain, média agitateur d'idées. Basket en Euroleague, l'Asvel s'est incliné à l'Astrobal face au Zénith Saint-Pétersbourg pour la 15e journée, 61-71. La Ligue des champions féminine, 6e et dernier match des phases de poule. Les joueuses de l'OL se sont largement imposées face aux Suédoises du BK Häcken, 4-0. C'était hier soir au centre d'entraînement de Dessine. Elles valident ainsi leur première place du groupe D avec 15 points devant le Bayern, 13 points. Le Bayern vainqueur du Benfica dans le même temps. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel annonce la suspension de Jean-Michel Aulas, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle pour 10 matchs, dont 5 fermes. Le président de l'OL est sanctionné pour son comportement envers l'arbitre d'OL-OM, arrêté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Selon l'arbitre de la rencontre, le président lyonnais lui aurait lancé « ça ne va pas en rester là », alors que l'homme en noir refusait de reprendre le match. Des propos perçus comme un coup de pression, Jean-Michel Aulas siégeant au comité exécutif de la Fédération française de football. Des propos incomplets, sortis de leur contexte, avait expliqué l'OL le lendemain. Jean-Michel Aulas a exprimé sa déception face à cette sanction et il devrait faire appel. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.